Le WAMcast. Toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce 45e numéro, on va parler SEA. Alors on avait déjà fait un WAMcast sur ce sujet, c'était notre 15e numéro, ça commence à remonter. C'était plus précisément sur les synergies entre SEO et SEA. Je l'ai dit, ça commence à dater, on était en novembre 2020 à l'époque, en plein second confinement, une époque heureusement bien lointaine. Et forcément, depuis, beaucoup de choses ont changé. Alors pour échanger avec moi sur le sujet, le taulier de l'émission, le taulier même de l'agence WAM, David Eichholzer. Salut David. Salut Kevin. Et pour ce numéro, on a la chance d'avoir un invité, Jérémy Lacoste, responsable acquisition, web analyse et CRM marketing chez Meilleurtaux, mais aussi créateur et animateur du podcast Déclic. Salut Jérémy. Salut Kevin. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter brièvement pour nos auditeurs. Ouais, tu l'as bien fait. Donc moi, je suis Jérémy, enchanté d'être là. Une dizaine d'années d'expérience en marketing digital, les 2 tiers en agence, sur les problématiques d'acquisition pure. Puis là, plus récemment, depuis 3 ans, 3-4 ans, chez Meilleurtaux, pour faire à peu près la même chose, grosso modo, générer le plus de leads possible et le plus qualitatif possible pour alimenter l'ensemble de nos métiers. Parfait. À nouveau, bienvenue dans ce WAMcast. Je te cache pas qu'on a beaucoup de questions à te poser, alors je te propose de commencer avec une sorte d'état des lieux actuel. Tout simplement, comment on lance, comment on manage une campagne SEA en 2024 ? Ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je fais du SIA. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. Finalement, la plateforme, elle est assez similaire, elle est un peu plus user-friendly. Ce qui va changer, finalement, c'est qu'on est peut-être un peu moins dépendant aujourd'hui de l'approche classique, historique, mots-clés, annonces. Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir une approche, finalement, on va beaucoup travailler sur les audiences, sur la partie tracking, sur la partie également de tout ce qui se passe, finalement, après le clic, donc c'est-à-dire l'expérience client. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de concurrents. Les annonceurs montent en compétences, pas grâce à des agences comme la vôtre, mais grâce aussi à des recrutements en interne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, le gâteau ne grossit pas forcément. En tout cas, il grossit moins vite que les velléités ou les ambitions des annonceurs sur les moteurs de recherche. Et donc, quand on est annonceur avec des énormes budgets, il faut travailler finalement tout ce qui est un peu hors SIA. Donc, c'est-à-dire tout ce qui sort un peu de la plateforme, donc tout ce qui est la partie annonce, tout ce qui est la partie vidéo, production créative, et également la partie site. D'accord. Et quelles sont les dernières tendances en matière de Google Ads ? Les dernières tendances, effectivement, c'est beaucoup d'acronymes. On a naturellement l'IA auquel on va pas échapper. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Avec des SERP qui évoluent, et qui sont pas du tout fixes aujourd'hui. On voit il y a pas mal de tests qui sont réalisés aux États-Unis avec SGE, mais également dans 120 pays. Et aujourd'hui, la France va être concernée en 2024, mais on n'a pas de date. L'IA également dans la plateforme. Aujourd'hui, effectivement, on met à disposition finalement des outils ou des modules qui permettent de générer automatiquement des campagnes, des productions créatives vidéo et bannières, mais également de la création d'annonces automatiques. Donc ça c'est hyper intéressant parce que ça aide finalement les agences et les annonceurs à aller plus vite. Ça lève aussi des barrières à l'entrée. Je pense typiquement les petits annonceurs qui n'osaient pas trop se lancer parce qu'ils n'avaient pas forcément la force productive ou économique pour se lancer sur Google Ads. Là, on voit que les barrières à l'entrée tombent grâce à l'IA. Ça, c'est la première tendance. Et puis, il y a peut-être la deuxième grosse tendance de 2024, c'est plutôt une tendance juridique de compliance avec DEMA qui arrive dans un peu moins d'un mois, qui fait qu'effectivement, on doit se mettre à jour sur la partie tracking, qui est un sujet de plus en plus essentiel, de plus en plus dur, et sur lequel, effectivement, on commence un peu tous à se casser les dents. Donc, voilà, c'est 2 gros sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. David. Oui, justement, comment on peut utiliser les Google Ads pour cibler justement des audiences spécifiques, que ce soit avec le réseau de recherche, les vidéos, le display, les apps, Discover, local. J'ai l'impression qu'il faut approcher Google maintenant comme un écosystème. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement la granularité des possibilités offertes par la plateforme ? Oui, quand on regarde les chiffres trimestriels de performance de Google, on voit que les plateformes ou les régies qui sont en forte croissance, ce sont finalement tout ce qui est hors search classique. C'est du YouTube, c'est du Discover, c'est les inventaires finalement display, Gmail, etc. Tu as très bien résumé, aujourd'hui Google, c'est loin de s'arrêter au simple moteur de recherche sur lequel on va ranker via des mots-clés spécifiques, mais effectivement il y a toute une galaxie. Google a réussi à créer un écosystème énorme avec YouTube qui est aujourd'hui finalement la plateforme de vidéo numéro 1, avec l'inventaire display le plus important au monde, avec un Gmail qui est aujourd'hui utilisé par 1 Français sur 2, avec Discover également, qui est un énorme truc sur lequel les annonceurs ont
passe parfois un peu trop vite. Et donc, aujourd'hui, quand on veut, aujourd'hui, effectivement, ça n'avait pas sens d'acheter un mot-clé. Moi, avant, quand j'achète des mots-clés, j'achète des mots-clés en fonction d'un contexte et en fonction d'un profil sociodémographique. Typiquement, une personne qui tape crédit immobilier qui a 20 ans, ça m'intéresse peu. Alors qu'une personne qui a 40 ans, qui est à Paris, qui tape crédit immobilier, là, mon intérêt va être multiplié par 5. Donc, on intègre, un peu comme sur du social, finalement, moi, j'intègre de plus en plus, dans toutes mes campagnes, il y a quasiment effectivement des signaux d'audience, des segmentations pour aller chercher plus cher, finalement, tel ou tel profil. Et en l'occurrence, je rebondis sur ce que tu dis, Discover précisément, tu as déjà testé, tu as un retour à faire spécifique ou pas forcément? Oui, alors sur 2 types de campagnes, sur la campagne Performance Max, Ouais. pour lequel effectivement l'inventaire Discover a été mis par défaut et pour laquelle finalement on n'avait pas d'arbitrage à faire, c'est-à-dire que c'était un peu l'outil qui choisissait la ventilation. Donc là, c'était difficile d'avoir des bonnes performances, enfin en tout cas d'avoir un retour sur les performances, pardon, pour le dire plus exactement. Par contre, nous on fait pas mal de campagnes effectivement à Discovery Ads et ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut changer en fait l'approche ou le mindset des campagnes classiques SIA, c'est-à-dire qu'il faut faire des vidéos pensées pour cet inventaire-là. Il faut faire du copywriting pensé pour cet inventaire-là. C'est-à-dire que si on prend les mêmes vidéos ou les mêmes annonces que sur le réseau classique, effectivement, ça ne marche pas. Il faut vraiment adapter le wording. On voit que sur Discover, ce qui est hyper intéressant, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais quand les annonces sur Discover, elles prennent une place monstrueuse, notamment quand on intègre la vidéo. Donc, c'est un emplacement qui est top sur la partie SIA à aller préempter. Ouais, et en fait, tu es probablement aussi plus haut dans le parcours de recherche parce que là, tu es peut-être plus sur de l'informationnel, comme c'est une information qui est poussée automatiquement à l'internaute sans qu'il l'ait forcément demandé, je suppose. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un autre type de mécanique. Ouais. Nous, là, ce dont on est en train de réfléchir, c'est aujourd'hui, évidemment, c'est les pages articles souvent qui remontent en naturel sur Discover. On est en train de réfléchir à peut-être avoir un processus de captation de leads un peu différent pour ces pages. Peut-être un formulaire beaucoup plus simple, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est des personnes qui sont un peu moins attentionnistes, finalement, qui sont ciblées par affinité ou par comportement ou par centre d'intérêt. Il y a un sujet dont on a pas mal parlé dans les derniers webcasts, c'est la Search Generative Experience de Google, la SGE de son petit nom. Toi, comment est-ce que tu accueilles son arrivée, alors pas confirmée, mais son arrivée probable malgré tout? Oui, alors avec beaucoup d'intention et d'intérêt et avec pragmatisme. Je m'explique. Effectivement, SGE, j'ai l'impression que c'est un peu un impensé aujourd'hui. En tout cas, moi, quand j'en parle avec mes confrères, il y a quelque chose qui est vu, mais voilà, il n'y a pas de... C'est pas vu comme étant un élément perturbateur. Moi, à mon sens, ça va quand même changer pas mal de choses. Alors, est-ce que l'impact va être important? Je pense que non, en tout cas pas au début. Je pense qu'effectivement, Google est aujourd'hui est leader sur la partie search et ils n'ont aucun intérêt finalement à renverser le château de sable. Il y a plus de coups, château de cartes, pardon, il y a plus de coups à prendre qu'à gagner. Donc, je pense qu'effectivement, avec le déploiement des GE, il va y avoir une relative baisse de visibilité des positions SEO, mais ce qui est déjà le cas à peu près tous les ans. Google nous sort toujours de son chapeau finalement des nouveaux snippets, des positions zéro, des résultats enrichis qui fait que lorsqu'on est position 1 en SEO il y a 3 ans, ça n'a pas du tout la même valeur qu'aujourd'hui. C'est On a une position pixel qui commence à s'étioler. Donc je pense que ça va aller en continuant. Ce qui veut dire que il y a plusieurs choses. C'est d'une part, il va falloir être bon pour pouvoir ranker sur SGE, parce que ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que ce ne sont pas exactement les mêmes règles d'indexation. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes annonceurs qui remontent pour les mêmes requêtes. Donc, il va falloir créer du contenu pensé pour SGE, c'est-à-dire peut-être du contenu vidéo, peut-être du contenu collaboratif. On voit qu'on a des résultats type forum, blog qui remontent beaucoup plus. On voit que les réseaux sociaux commencent à ranker sur SGE. Typiquement, il y a TikTok. On voit des vidéos TikTok qui commencent à ranker sur du SGE. Ça, c'est un réseau social sur lequel nous, on n'est pas présent. Donc voilà, ça c'est-à-dire que côté contenu, il va falloir commencer à alimenter la machine à produire. Et le deuxième point, c'est de se poser la question de dire est-ce qu'il va falloir augmenter les investissements en paid pour compenser cette relative chute SEO que j'anticipe? À court terme, oui, mais je pense qu'à moyen terme, la bonne approche, c'est d'être moins dépendant de Google. Je le dis pour bientôt, mais globalement, même pour les annonceurs, c'est jamais bon d'avoir un flux où on dépend d'un provider à plus de 50%, ce qui est notre cas. Donc voilà, on réfléchit très fortement à d'autres relais de croissance. Et néanmoins, sur cette partie SGE, Jérémy, est-ce que tu as vu dans tes tests aux États-Unis des exemples d'intégration de payants de la part de Google? Est-ce que tu t'y es intéressé? Est-ce que ça te donne envie? Est-ce que tu penses que ça va un peu compenser la baisse de visibilité?
Oui, alors ça va compenser en payant, donc c'est Ouais. mon Toujours la même problème. histoire. Effectivement, Ouais. dans les tests qu'on voit, c'est-à-dire que souvent on voit 3 à 5, URL ou résultats qui sont diffusés. Dedans, il y a toujours un ou deux résultats payants Oui. qui est intégré. Ce qui est un peu le cas également sur Copilot de Microsoft. Mhm. Donc, effectivement, Google, la vocation de Google, c'est une entreprise qui est cotée en bourse, d'augmenter finalement son CA généré par Google Ads, qui aujourd'hui représente 70% du CA d'Alphabet, du chiffre Mhm. d'affaires d'Alphabet. Donc, Mhm. c'est énorme. Ils sont très dépendants de ça. Donc, naturellement, ils vont intégrer des liens payants. Après, est-ce que ces liens vont être cliqués? Je ne sais pas. Moi, la grande peur de SGE, c'est que c'est-à-dire que la réponse s'affiche directement sur le moteur de recherche, un peu comme sur un réseau social. Donc, c'est-à-dire, est-ce que derrière, ça va citer évidemment les visiteurs à cliquer sur le lien et aller Mhm. sur le site de Meilleur Ça, c'est la grande question. Ouais. Et justement, si on reste dans les IA génératives, Jérémy, tu parlais de Copilot Microsoft qui a un peu d'avance dans son déploiement. Je suppose, je te pose la question en même temps, que tu as peut-être déjà testé là aussi des annonces au sein des conversations, ce qui semble être une voie complémentaire aujourd'hui du moteur de recherche, peut-être demain la norme. De loin, je me dis, tiens, pour quelqu'un comme Meilleur-Taux, tu es au centre des conversations, donc probablement qu'il y a un peu plus de contexte et dans la théorie, ça semble être plus sexy. Tu as déjà pu tester, tu partages ce point de vue ou pour l'instant, tu es dans l'expectative? Ouais, on a un peu testé. Nous, on pensait qu'il allait avoir peut-être un effet de nouveauté qui allait attirer plus de trafic sur Microsoft versus Google. Oui. Et on ne constate pas de shift énorme. Non, ça bouge très peu sur notre répartition. Donc, Intéressant. je ne sais pas si toi, tu vois la même chose chez des clients, mais voilà, ça bouge pas énormément. Et pour l'instant, c'est plutôt l'effet de nouveauté versus l'efficacité du dispositif qui semble primer. Donc non, on reste plutôt très, très attentiste par rapport à ça. Oui, effectivement, si on regarde un peu les parts de marché aujourd'hui de Google, elles ont pas, en tout cas en mobile, elles n'ont pas, elles sont beau fixes, hein, on est plutôt au-dessus de 91%. En revanche, sur desktop, source StatCounter, on voit que depuis le mois de mai, Google a perdu environ 6 points et que dans le même temps, Bing en a gagné 4 et quelques. Est-ce que c'est un effet ChatGPT dans Bing? Je ne sais pas, sans doute. En tout cas, là aussi, on surveille de près, mais je ne sais pas vraiment dire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout les early adopters, comme nous d'ailleurs, qui testons. Je n'ai pas l'impression que l'utilisateur lambda soit vraiment là-dedans, mais à suivre, effectivement. Il y a un sujet majeur actuellement, c'est évidemment, tu as commencé à en parler tout à l'heure, de l'IA. On est obligé d'en parler. On dit de Google Ads que c'est devenu une black box, notamment avec Performance Max dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça marche et surtout quelle est la place de l'humain dans ce nouveau contexte finalement? Oui, alors Performance Max, effectivement, ça fait un peu plus de 2 ans que ça a été déployé. Nous, on l'a tout de suite adopté en ayant la conviction que ça allait devenir quelque chose d'assez important et d'assez structurant dans la roadmap de produits de Google. Et 2 ans après, ça l'est. Hein. Évidemment, quand on voit un peu toutes les releases, toutes les updates qu'a réalisé Google sur l'année, franchement, 80% concernent Performance Max. Et j'ai l'impression que ça n'a pas allé en s'arrêtant. Au début, effectivement, c'était une black box, c'est-à-dire que, grosso modo, on injectait ce que Google appelle des signaux d'audience, que ce soit la donnée first party, la donnée des signaux sociodémographiques ou finalement la donnée de comportement que Google mettait à disposition. On injectait des créas et puis après, c'était à charge à l'algorithme de Google de définir la ventilation par inventaire et de définir, par exemple, typiquement les ciblages et les mots-clés sur lesquels on diffusait. Et on avait peu de marge de manœuvre. Sauf que depuis 2 ans, le produit a évolué et c'est de moins en moins une black box. Hein, et aujourd'hui, je pense que si on veut faire en sorte que Performance Max fonctionne, il faut investir encore plus d'humains qu'avant. Ouais. D'ailleurs, c'est le cas dans mon équipe. Hein, je pense qu'on passe 50% du temps sur l'optimisation des campagnes Performance Max parce qu'il faut faire exactement tout ce que j'ai dit en préambule, c'est-à-dire Performance Max. Le succès de Performance Max repose sur l'optimisation de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la production créative de haut niveau, avec des refreshs tous les 2 mois. C'est ce qu'on essaie de faire, de changer finalement les kits créatifs, vidéo et bannières tous les 2 mois, mais également fine-tuner finalement toute la partie landing page pour faire en sorte d'avoir un tunnel, un entonnoir qui soit le plus cohérent possible. Okay. Et à date, Google nous met quand même à disposition. Je suis assez critique souvent avec Google, je suis assez dur avec eux. Là, je le reconnais qu'ils font quand même un pas vers les annonceurs en mettant à disposition de plus en plus de données, de plus en plus de leviers pour piloter Performance Max.
Alors, je profite de ta présence pour te poser la question de l'IA chez Meilleur Taux. Est-ce que tu testes certaines choses concrètes, notamment par exemple pour la partie créative, que ce soit texte ou visuel? Est-ce que tu peux nous partager peut-être tes expériences, si toutefois tu peux en parler ici? Oui, bon, on a identifié 17 projets ou 17 use cases D'accord. autour de l'IA dans le groupe. Ouais, c'est concret. Tous avec des niveaux d'avancement qui sont différents. Il y en a, c'est de l'ordre encore du prototype, d'autres, c'est déjà en prod. Ouais. Peut-être je peux vous en partager 3. Alors, quand on parle d'IA, moi, je parle pas que d'IA générative, hein. Il y a aussi ce qu'on faisait avant, finalement, avec l'IA, avec du machine learning avancé, hein, tout simplement. Ouais. Typiquement, il y a un use case qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, vous allez sur le site Meilleur, il y a un chat qui est intégré. Et en fait, derrière, on a des conseillers qui doivent être capables de répondre sur l'ensemble des métiers du groupe. Donc, ils doivent être experts en crédit immobilier, en assurance de prêt, en crédit conso, en énergie. Donc, ce qui pour un humain est impossible, évidemment. Et donc, aujourd'hui, on a intégré une brique d'IA à destination de nos conseillers pour les aider finalement dans leur fonction de conseil lorsqu'un client leur pose une question très spécifique, qu'ils puissent avoir une proposition de réponse générée automatiquement. Et derrière, il peut effectivement l'amender ou la copier-coller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chiffre. C'est-à-dire que suite à nos déploiements, on est toujours en bêta-test, mais on a testé sur différents métiers. On a un taux de satisfaction qui augmente de 12 points sur les conversations où l'IA a été utilisée. Donc ça, c'est concret, c'est matériel. Et donc ça, c'est quand même top parce qu'on voit qu'on gagne en confort, on gagne en rapidité. Les conseillers sont plus à l'aise parce qu'ils ont confiance dans la donnée qu'on leur transmet. Et le client derrière est plus content parce que on a 12 points de satisfaction en plus. Ça, c'est un use case qui est en prod. Et puis, un autre use case sur lequel on travaille, nous, on est dans un métier de lead. C'est-à-dire, lorsque vous allez sur le site Meilleur Taux, vous faites une simulation pour connaître le taux d'un potentiel crédit immobilier. Souvent, il se passe entre 6 et 9 mois entre le moment où vous faites cette simulation et le moment où vous signez chez le notaire. Donc, nous, on doit gérer ça. Donc, la grande difficulté, c'est de donner une valeur à ce lead pour mes campagnes Google Ads ou Microsoft Ads. Et donc, aujourd'hui, on a créé des scores qui agrègent à peu près 200 variables pour, en temps réel, à l'issue de chaque formulaire, donner un score de qualité finalement à ce lead et dire il faut prioriser le traitement de ce lead ou il ne faut pas le prioriser. Ou en tout cas, il faut que Google aille chercher plutôt ce type de lead versus ce type de lead-là. Ouais, là, on voit que l'IA peut clairement vous aider là-dedans. Là, ça va beaucoup plus vite avec toutes les variables. Excellent, ouais, c'est solide. Alors, je l'ai dit en introduction, en 2020, on avait abordé le fameux serpent de mer, les synergies SIA, SEO, et on résumait alors ce qu'on disait à l'époque, les raisons de l'échec de cette vision du search. On avait décelé 3 grands points. Le premier, que les experts sont focalisés sur le fait d'obtenir des résultats en SEO ou en SEA, et qui ne trouvaient pas le temps de se parler sur ces fameuses synergies. Deuxième point, que les organisations de services web ont tendance à segmenter les sujets. Et puis le troisième point, que les réponses sur le sujet étaient encore peu claires, même si l'enjeu en termes de gains paraissait énorme, mais on ne savait pas bien le mesurer. Là, je m'adresse alors autant à l'expert SEA qu'au responsable de l'acquisition de Meilleur Taux. Presque 4 ans plus tard, parce que c'était novembre 2020, selon toi, est-ce que ce constat a évolué? Est-ce qu'il existe maintenant des vraies synergies? Est-ce qu'on sait les mesurer? Ouais, c'est toujours la question à 1 million, la synergie SEO-SIA. Et je pense qu'il faut être très pragmatique et être dans l'approche des petits pas. C'est-à-dire que chaque micro-gain est à prendre. Je peux peut-être donner en ton expérience chez nous, simplement. Aujourd'hui, chez nous, c'est deux équipes différentes. Il y a déjà une frontière physique, entre guillemets, qu'il faut casser. Nous, ce qu'on a fait, vraiment, c'est un truc bien, je pense, c'est qu'on ne pilote pas le SEO sur des volumes de visites. Ce qui est souvent le cas chez un annonceur ou en agence, où on est challengé sur le volume de visites qu'on génère. On pilote le SEO de la même façon qu'on pilote le SIA, c'est-à-dire que sur le CA généré, et donc on va analyser chaque semaine le volume de leads que ça a généré, le RPL que ça a généré et in fine le CA généré. Voilà, par rapport à l'objectif. Donc ça, déjà, je pense, le fait juste d'avoir un KPI commun entre les deux, déjà, ça permet effectivement de parler de la même langue et d'être aligné sur les objectifs. Pourquoi? Parce que sinon, on a des méthodes différentes, on a des backgrounds différents et c'est effectivement compliqué des fois de travailler ensemble. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la cannibalisation, qui a aussi un serpent de mer, je pense que vous avez dû en parler il y a 4 ans. Des fois, il y a une petite guéguerre sympathique, mais bon, qui existe, de dire tu m'as piqué des leads, tu m'as piqué des conversions, non, c'est toi, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a déjà calculé. Donc pour l'ensemble des métiers, on a fait des tests de géotargeting, c'est-à-dire qu'on a identifié 2 régions qui se ressemblent, sur lesquelles on est en top position SEO. Et
dans la région A, on achète le même mot-clé en SIA, dans la région B, on ne l'achète pas. Et donc, ça permet de voir s'il y a un effet de base communicant, et puis on l'estime. Et donc, pour chaque métier, on a estimé à chaque fois un taux de canalisation que moi, j'impute dans mon revenu par lead payant. En disant, typiquement, si chacun de mes leads me génère 10 euros, et je sais que j'ai un taux de canalisation de 20%, ben en fait, mon revenu par lead, il n'est pas de 10 euros, il est plutôt de 8 euros. Parce que je sais que 20% de ces leads auraient été générés par le SEO. Donc là, ça permet d'être un peu juge de paix, en disant, ok, peut-être que je t'en pique un peu, mais en tout cas, mon objectif, c'est quand même d'être rentable in fine sur mon acquisition. Et puis après, je pense que finalement, l'évolution de l'outil Google Ads fait qu'on est obligé de travailler de plus en plus. Les deux équipes sont obligées de travailler de plus en plus. Je pense à DSA, je pense à Performance Max, je pense à la partie temps de chargement des parcours, qui est un critère majeur en SEO, mais qui aide bien aussi à la conversion en SEO. Quand on a des tunnels qui se chargent vite, c'est quand même hyper intéressant. Donc voilà, l'évolution de Google fait que les deux équipes travaillent de plus en plus de concert. Je suis heureux de l'entendre parce que effectivement, ce qu'on se disait à l'époque, c'est que j'aime beaucoup ce que tu dis. Il y a un KPI commun, voilà. Donc comme ça, c'est déjà réglé. Et puis effectivement, l'exemple de la géolocalisation avec et sans SEO ou SEA, ça permet effectivement d'avoir une vue claire et de travailler ensemble. Mais je suis d'accord avec toi, le jeu se durcit tellement que je vois mal comment on ne peut pas abattre la cloison et bosser ensemble pour un objectif commun. Après, il faut savoir bien le monitorer. Et justement, sans rentrer dans le secret des dieux, est-ce que, si c'est un outil maison, on n'en parle pas plus que ça, mais est-ce que tu as des outils, des tips pour monitorer ce travail de synergie, même si tu en as déjà donné, la première règle, c'est donner un KPI unique aux deux équipes. Est-ce que tu as des tips ou des outils pour monitorer ce travail de synergie pour ceux qui nous écoutent, pour les annonceurs qui nous écoutent, pour savoir un peu comment s'y prendre pour aller vers cette voie qui, semble-t-il, est payante pour vous? Oui, déjà, on évite l'effet de l'acteur qui est GG arbitre, typiquement. Donc, on n'utilise pas une solution Google pour mesurer la performance de nos campagnes. Et on évite d'utiliser les chiffres Google Ads ou d'autres plateformes publicitaires pour mesurer la performance des campagnes. Donc, ce qu'on a fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que sur la partie web analyse, on a Piano Analytics, donc, qui est le nouveau nom de Data Internet, une solution française qui a le tampon de la compliance de la part de la CNIL, ce qui fait que Tout à fait. on peut collecter 100% de la donnée, et sur la donnée qui est non opt-in, il y a une collecte dégradée, mais il y a quand même une collecte de 100% de la donnée, donc on a une vue quand même assez exhaustive. Et ensuite, nous, finalement, on s'est mis d'accord sur un outil de mesure sur la performance, c'est le CRM. C'est-à-dire qu'on a un CRM Salesforce. Derrière chaque URL, on fait passer des paramètres URL qui permettent de traquer finalement la donnée et de la dédupliquer. Et derrière, on a un modèle d'attribution. On a pris un modèle d'attribution le plus simple possible, qui est le last click. Il y a eu des débats en interne. Oui. Last click a plein de désavantages, mais il y a un avantage qui est fort, je trouve, qui est celui de la compréhension et de l'intelligibilité par tout le monde. Et ça évite effectivement ensuite d'avoir des débats monstrueux, de dire non, mais c'est ma donnée qui est vraie, non, c'est la tienne, non, c'est la mienne, etc. Oui. Et qui, je trouve, est vraiment anxiogène quand on est dans une approche de conduite de la performance. Là, on sait qu'on a un modèle qui a plein de biais, mais qui a au moins une qualité qui est d'être le plus simple et le plus clair pour tout le monde. Typiquement, le multitouche, c'est trop compliqué. Finalement, à la fin, c'est quoi? C'est que tout le monde apporte un peu quelque chose et puis t'en tires pas grand-chose. Si je t'écoute, le last click, il paraît très désuet. Je suis très étonné de t'entendre dire ça. Et en même temps, je comprends. C'est assez simple. Crac. C'est-à-dire pour un directeur financier, le multitouche avec un post-click 7 jours et un post-view 1 jour, honnêtement, c'est du jargon. C'est imbitable. Ça nous parle à nous, mais honnêtement, pour une boîte, ça ne parle pas du tout. Oui. Et donc, moi, on voulait à tout prix éviter le fait d'avoir des reporting marketing qui ne correspondaient pas au reporting financier. Dans la boîte, le souci qu'on a, c'est qu'on a tous la même donnée. Et que peu importe le métier que je fais, j'ai exactement la même donnée. Donc, j'ai exactement la même lecture. Donc, effectivement, pour ce faire, il faut faire des compromis. Honnêtement, le fait d'avoir un modèle d'attribution, ça complexifie les choses, ça rend brumeux, ça crée de l'incertitude, ça crée de l'instabilité, de l'insécurité. Je comprends tous les avantages que ça a aussi, c'est que ça traduit une réalité plus intéressante. Oui. Mais honnêtement, le coût bénéfice-risque, en tout cas pour meilleur taux, était pas. C'est on a décidé que c'était plutôt le last click qui l'emportait. C'est une vue réaliste, plus claire. Ok, super. Je voulais aussi aborder avec toi le thème de la rentabilité des investissements. Double question. Comment est-ce que tu intègres les Google Ads dans ta stratégie marketing globale? Et puis comment tu détermines aussi le budget adéquat pour une campagne Google Ads?
Moi, derrière chaque métier, j'ai finalement des dizaines de conseillers à alimenter en lead. Avec des plateaux téléphoniques qui doivent rappeler les clients. Donc, c'est simple. En fait, à la fin de chaque mois, je sais précisément le nombre on appelle ça des jours hommes disponibles, le temps finalement disponible au conseiller. Donc, je fais une règle de 3. Je sais que chaque conseiller peut gérer 10, 20, 30 demandes par jour. Et donc, ça me donne finalement le volume de leads à générer pour occuper l'ensemble de la bande passante chez l'ensemble des plateformes. Et c'est à partir de là que je définis mon budget. Sachant que tout l'enjeu, c'est si je les alimente trop, ils vont avoir tendance à gérer trop de leads et donc peut-être que la qualité va baisser. Et là, si je ne les augmente pas assez, là, je détruis de la marge. Donc, tout l'enjeu, c'est de livrer tous les jours, grosso modo, on repart à zéro. Les compteurs sont mis à zéro et on doit livrer le juste volume tous les jours pour réussir à la fois d'atteindre le CA et la marge escomptée. Excellent, ouais, justement, je ne m'attendais pas forcément à ce que tu le prennes dans ce sens-là, mais en t'écoutant, eh bien, c'est effectivement le bon sens. Ouais, c'est plus logique. Les KPI les plus importants que tu suis, Jérémy, pour mesurer l'efficacité d'une campagne Google Ads, bon, tu nous en as déjà un peu parlé. Finalement, au bout du compte, c'est le lead. Après, j'imagine que tu as quelques KPI intermédiaires, mais au final... comment est-ce qu'on peut peut-être poser la question différemment quand tu essayes différents canaux, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce que tu regardes pour te dire tiens, je vais le garder ou pas? Alors moi, ce que je regardais, c'est un KPI qu'on a créé en interne qui s'appelle le ratio. Le ratio, c'est quoi? C'est simple, hein, c'est ce que je gagne sur ce que je dépense. Grosso modo, la règle d'or chez Myrto, c'est que chaque euro investi en acquisition marketing doit générer 1 euro plus quelque chose. C'est-à-dire que je ne dois pas compter sur le SEO, sur l'email, sur l'organique, sur ce qu'on veut, pour qu'au global, ça soit rentable. Il faut que l'acquisition en elle-même soit rentable. Et donc, que ça me rapporte, ça, c'est le chiffre d'affaires. Ça, c'est facile. Par contre, ce que ça me coûte, c'est le budget média, plus ce qu'on appelle le coût de traitement. C'est-à-dire que c'est les salaires. Pourquoi? Parce que ce que je disais, derrière, chacun des leads est traité par des conseillers. Bien sûr. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être rentable, non pas que par rapport à la plateforme Google, mais rentable par rapport à la plateforme Google et le temps que ça prend de traiter. Ce qui veut dire que des fois, la bonne approche, c'est pas de générer le plus de leads, et des fois, c'est de générer moins de leads, parce que ça va consommer moins de temps. Et derrière, ces leads ont peut-être une plus forte proportion à transformer, donc à générer de la valeur. Ouais, bien sûr. Et justement, Jérémy, est-ce que, j'ose te poser la question, est-ce que on peut encore gagner de l'argent, plus exactement rentabiliser ces investissements en 2024 avec les solutions Ads? Et qui plus est dans un moment où l'immobilier, on le sait, c'est assez tendu, en ce moment. Voilà, sans rentrer non plus dans le secret des dieux, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui fait parler. Google Ads, on sait que les prix augmentent. Néanmoins, est-ce que l'affaire reste intéressante finalement pour les annonceurs? Ouais. Moi, quand j'ai commencé le marketing digital, on disait Google Ads est rentable par défaut. Je pense que c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Premièrement, Myrto, on a la chance d'être un groupe résilient. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans ou 10 ans, cette même crise aurait peut-être fait très mal au groupe parce qu'à l'époque, Myrto faisait exclusivement que du crédit immobilier. Ce qui n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on a pivoté depuis 5 ans en tant que marketplace de produits et services financiers. Et aujourd'hui, on a des métiers autour de l'assurance, du placement qui représentent une part du chiffre d'affaires très importante. Donc, heureusement, quand le crédit s'effondre, on a d'autres marchés qui prospèrent fortement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, tu l'as bien dit, on a de plus en plus de concurrents qui se positionnent sur Google Ads avec des équipes qui sont de plus en plus matures, grâce aux agences ou même grâce aux annonceurs qui recrutent en interne des profils experts. Donc, on voit que les CPC augmentent. Hein. Je lisais cette semaine plus 19% le coût par clic aux États-Unis par rapport à l'année dernière. Donc, voilà, c'est significatif. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on acte que les CPC augmentent tous les ans à cause de la concurrence, à cause de plein d'autres choses, notamment on voit que les enchères des fois peuvent aussi être bougées par Google lorsqu'on a appris dans un récent procès. Donc acte, et donc ce qui veut dire qu'avec moins de clics, il faut faire plus de chiffre d'affaires. Donc ça suppose quoi? Ça suppose d'optimiser l'expérience site, c'est-à-dire de faire en sorte de capter de plus en plus de leads, peut-être avec des formulaires qui soient mieux pensés, mieux intégrés, notamment sur la partie mobile. Et donc ça voilà, c'est là-dessus nous qu'on va essayer de travailler. Et après, il y a un troisième point, là, c'est plutôt sur les métiers du lead.
moi, ce que j'essaie de faire, c'est pas d'acheter des litres de crédit immobilier, c'est d'acheter des litres de crédit immobilier qui vont transformer, ou sur lesquels je sais que Meilleur Taux a un avantage concurrentiel. Et donc là, c'est tout un travail. Je travaille beaucoup sur les chiffres pour voir finalement ce qu'on appelle chez nous des signaux discriminants. Finalement, est-ce qu'il y a un lead qui est généré par exemple sur le mobile à la même valeur qu'un lead qui est généré sur le desktop? Est-ce qu'un lead qui est généré en Ile-de-France à la même valeur qu'un lead qui est généré en Bretagne, etc., etc. On a plein de dimensions. Et donc moi, mon job, c'est d'acheter finalement des leads uniquement là où on sait on a une forte proportion à transformer derrière. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis. Merci pour toutes ces infos. C'est super intéressant pour ceux qui nous écoutent. C'est très concret. Et surtout pour les décideurs. Justement, je me posais la question, l'UX, le CRO, en t'écoutant, je suppose que c'est quelque chose qui a pris plus d'importance chez vous aussi, parce que tu l'as dit, une visite est chère à acquérir, à obtenir. L'idée, c'est qu'elle transforme mieux. C'est quelque chose que vous suivez en particulier, qui a pris de l'importance? Totalement. Il y a 2 ans, on n'en faisait pas. Aujourd'hui, on en fait, on lance des tests à la fois directement sur le site, mais beaucoup sur Google Ads. Il y a un super module de test maintenant, il a 2-3 ans, mais honnêtement, qui est top. Je pense qu'on en lance au moins 3-4 par mois. Oui, et la chose qu'on fait aussi, c'est que de plus en plus, on crée maintenant des landing pages dédiées pour le SIA. C'est un truc qui se fait beaucoup il y a 10 ans, un peu moins après. Et nous, on trouve que ça, avec tous les tests qu'on fait, on voit que ça fonctionne bien d'avoir des landing pages pensées pour le SIA, où on peut se permettre d'être peut-être un peu plus agressif sur le wording, un peu plus direct également sur finalement le contenu qui met les en avant, sur la réassurance. On intègre des préformes dans ces landing pages. Et on voit que 9 fois sur 10, ça fonctionne mieux que les pages qu'on utilisait depuis le site Meilleur Taux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ces landing pages SIA, elles alimentent maintenant les pages SEO. Donc maintenant, le SEO va s'inspirer finalement du succès de ces pages SIA pour évoluer. Donc tu vas tout à l'heure on parlait de synergie, mais voilà, il y a encore un autre exemple de synergie finalement. Ouais, tout à fait, tu as la donnée en temps réel et c'est plus rapide et tu peux t'en servir. C'est très drôle que ça passe dans ce sens-là, mais très cohérent là aussi quand on t'écoute. Et du coup, j'ai encore une autre question. Décidément, avec la fin annoncée des cookies, donc ça devient de plus en plus difficile pour les marketeurs. Comment Meilleur Taux s'y prend pour continuer à affiner sa connaissance de son audience? On sait que ça vient des médias, mais plus seulement. Est-ce que comme d'autres médias, est-ce qu'un espace logué fait partie de l'expérience chez Meilleur Taux pour collecter une information first party, justement, et plus dépendre de ce cookie? C'est ce que vous mettez en place aussi? Oui, tout à fait. On est en train de... Meilleur Taux, c'est construit beaucoup par croissance externe. Et donc, quand on rachète des boîtes, on rachète aussi leur patrimoine IT et les différents applicatifs qui vont avec. Donc là, on est en train d'un peu de rapprocher tout ça pour avoir un stack technique et technologique unifié. Donc effectivement, on a des espaces logués qui existent sur les différents environnements du site. Là, un des enjeux, ça va être d'avoir un espace logué unique, un espace client unique. On a également l'univers applicatif sur lequel on accélère pas mal. Aujourd'hui, on a 2 applications soit sur les métiers du crédit, soit sur les métiers du placement. Chose sur laquelle on travaille, c'est en ce moment, là, on est en train on est sur un projet de déploiement d'un outil de CDP. Et donc, c'est un outil qui va permettre de réconcilier le meilleur des 2 mondes entre le online et le offline, avec un tracking finalement qui va passer soit via du server-side, soit via un sous-domaine de collecte, et donc qui s'affranchit finalement des contraintes des cookies tierces, etc. Oui. Et surtout, sur la partie CRM, on passe pas par des cookies, on passe par des paramètres du REM qui fait que ils sont pérennes au cours de la session à minima, et donc ça nous permet effectivement d'avoir quand même l'ensemble de la collecte et donc avoir une vue assez exhaustive là-dessus. Puis naturellement, on se met également en compliance vis-à-vis des recommandations de Google sur la partie DMA. Avec là, cette semaine, on travaille sur le déploiement de la version 2 du Consent Mode, pour continuer quand même à alimenter nos audiences avec les bons signaux. J'ai envie de faire un petit point en retour d'expérience. Alors, David le sait, je l'embête assez avec ça à chaque webcast, mais j'aime bien demander des petits exemples concrets. Bon, alors là, pour le coup, t'es pas du tout avare ni en info ni en exemple, mais je vais pousser encore un peu le bouchon. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 exemples concrets de campagnes Google Ads qui ont été particulièrement réussies? Ouais, un exemple par exemple, qui est ultra contre-intuitif et pour lequel je n'aurais pas parié 1 euro là-dessus. Google nous pousse le fait qu'aujourd'hui,
tout doit basculer sur une approche en full automation, avec du machine learning, il faut laisser faire les algorithmes, il faut passer sur du CPA cible, etc. Ce que je défendais et ce qui marchait également sur mon expérience. Et en fait, on a testé une approche complètement différente. Par exemple, on a simplement dupliqué des campagnes et aujourd'hui, on a des campagnes par device. Donc, la même campagne, une campagne A qui diffuse que sur le desktop et une campagne B qui diffuse que sur mobile, pardon. Ok. Et donc, ça nous permet d'avoir des niveaux de budget très différents et des niveaux de CPL très différents. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que nous, le device, c'est un segment ultra discriminant dans la transformation. C'est-à-dire qu'un même lead, un même formulaire, s'il est rempli par la même personne sur desktop ou sur mobile, on sait que d'ailleurs on a une proportion à transformer qui est beaucoup plus importante sur desktop. Alors que la personne, en base, elle a manifesté un intérêt, mais a priori, sur des métiers de crédit, lorsqu'on remplit un formulaire sur desktop, on est peut-être dans une démarche qui est peut-être un peu plus aboutie dans sa tête, plus sérieuse. Et donc, honnêtement, on a essayé de booster le desktop avec plein de façons, avec l'ajustement des enchères, avec un score, etc. On n'a jamais réussi à vraiment maîtriser le flux. La seule façon d'y arriver, en tout cas chez nous, c'est de faire exactement ce que Google ne recommande pas et ce qu'on faisait il y a 15 ans, et de splitter les campagnes complètement par device. Oui, ça a du sens parce que on se dit au moment où on est sur la décision d'un crédit, on est posé, on est à deux sans doute. Il y a le côté un peu plus voilà, sérieux. Les deux sont au bureau, on est en couple et on discute de ça posément. Et effectivement, on a du mal à imaginer qu'on valide ça sur mobile, même si j'imagine que c'est une proportion qui doit augmenter, mais là aussi ça a du sens de ce que tu dis. Effectivement, si on se met un peu à la place des gens, on se dit oui, effectivement ça se passe sur desktop. Ouais, en fait le mobile ça nous intéresse, mais pas au prix du desktop, voilà, tout simplement. Ouais. C'est ça. Pas des volumes, tout à fait. Pour conclure, parce que je crois qu'on arrive déjà vers la fin, même si, comme tu l'as dit, Kevin, cette discussion est très stimulante et on a envie de te poser plein d'autres questions. Et merci encore pour ton témoignage. J'avais envie de te poser 2 questions, Jérémy. Si nos auditeurs souhaitent te contacter, même prolonger un petit peu l'écoute, quel est le meilleur moyen pour le faire, pour te contacter, Jérémy ? Sur LinkedIn, je suis assez réactif. Ok. Et je te tendais la perche aussi pour ton podcast parce que justement tu prends soin de régulièrement, même chaque semaine je crois, Ça, chaque lundi. Et ouais, c'est ça, avec un rythme je crois de métronome. C'est ça, tout à fait. Ouais. Chaque lundi, j'essaie de faire un retour d'expérience en tout cas de partager un retour d'expérience sur Google Ads. D'un point de vue annonceur, c'est peut-être la petite nouveauté, ou en tout cas c'est la petite différence de ce podcast. Et j'essaie d'être plutôt assez direct et sans langue de bois pendant 5 à 6 minutes. Donc c'est un format assez drôle. Excellent. Et d'ailleurs, le format direct, on l'a bien, on l'a bien vu aujourd'hui. Et on te remercie encore. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que l'on te pose et qu'on t'a pas posée ? C'est la question piège. Ouais. Tu peux faire Joker, il n'y a pas de... Ouais, non, peut-être... Non, c'est vrai que j'ai pas d'idée là-dessus. Non. Joker, alors je prends mon Joker. Et c'était déjà très complet et encore merci. Oui, un immense merci à toi Jérémy pour ta participation déjà, pour toutes tes réponses à nos nombreuses questions. Et puis je le répète, tu as vraiment été très généreux et en infos et en anecdotes, en exemples. Donc vraiment, grand merci à toi. J'espère que tu as passé un beau moment toi aussi. Ouais, super, je vous remercie à tous les deux. Alors, je le rappelle, on vient d'en parler, on peut te retrouver dans le podcast Déclic, déjà 103 épisodes en ligne, c'est pas nous, c'est pas nous qui allons, on est à 45. Faire ça. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous avez quelques numéros à rattraper, vous avez de quoi vous occuper en t'écoutant. Et merci David pour le cost, tu as changé un peu de rôle cette fois-ci. Oui, absolument, mais c'était très sympa. Poser les questions. Et merci à vous évidemment de nous avoir écoutés. Merci pour vos retours également. Je crois que tu voulais faire une petite dédicace. Oui, David. Effectivement, on a un auditeur de Grenoble qui se reconnaîtra, je ne veux pas donner son nom, qui évolue dans une belle agence qui œuvre dans l'UX, m'a-t-on dit dans l'oreillette, et qui nous a dit, et on s'est remonté à nos oreilles, comme quoi le Whamcast était un des meilleurs podcasts SEO. Alors que c'est le meilleur, évidemment. En tout cas, ça fait plaisir à entendre et merci à lui en tout cas. Donc, comme cette mystérieuse personne, n'hésitez pas, vous aussi, à faire vos retours sur le Whamcast. Vous pouvez nous poser des questions sur les réseaux sociaux, laisser même des commentaires sur les applis. Donc, nous sommes preneurs de tous vos retours.
Également, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast. Ça fait plaisir, on peut Absolument. le dire. Ouais, C'est toujours une bonne chose. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les anciens sur notre site agence-wam.fr. On est également présent sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur LinkedIn, sur Twitter @wamref et sur Instagram aussi, agence_wam. Et nous, on va se retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro du Wamcast. Est-ce que je peux déjà le dire, on va parler de data. Ouais, on peut, ouais. Tu seras là, David ? Je serai là, Fidèle présent. au poste, toujours. Exactement. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.